Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Disciples d'Avan, une chaîne entièrement dédiée à Dai no Daiboken. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre top 10 des meilleures références à l'univers Dragon Quest dans l'arc de Dermlin. Bien qu'il ne fasse que 5 épisodes, cet arc reprend de nombreux éléments du lore de la saga, et nous allons pouvoir constater ensemble qu'il est vraiment riche en clins d'œil. Allez, c'est parti! On commence ce top avec un des monstres les plus iconiques de la série, à savoir le dragon vert. Il s'agit du tout premier boss de la série Dragon Quest, et on peut d'ailleurs constater que sa posture a été reprise telle quelle. Le dragon vert est présent dans de nombreux opus, de Dragon Quest 1 à Dragon Quest 11, et il est toujours représenté de la même manière. Et nul doute qu'il aura marqué les esprits des joueurs les plus âgés comme des plus jeunes. On continue notre exploration du bestiaire de Dragon Quest avec la machine à tuer. Dans le manga, Temjin indique que ces créatures avaient été créées par l'armée du mal pour tuer le héros légendaire. Et on serait bien tenté de le croire sur parole. En effet, apparu pour la première fois dans Dragon Quest 2, on peut le croiser durant la dernière ligne droite du jeu. Il est vraiment connu pour sa difficulté et il a vaincu bien des joueurs. Étant donné que Dragon Quest 2 était encore très récent lors de la sortie du manga, on peut imaginer que cela a pu rappeler à bien des lecteurs leur bataille sur leur console Famicom. A noter que dans cette nouvelle adaptation, les couleurs d'origine ont été respectées, là où la machine arborait des couleurs jaunes lors du premier anime de 1991. Lorsqu'Adlar est vaincu par Dai, il décide de s'enfuir et d'utiliser un objet particulier, l'aile de Chimère. Celle-ci permet à son utilisateur de se téléporter dans n'importe quel endroit qu'il aurait déjà visité. Dans les jeux vidéo, on peut également utiliser le sort Lula ou téléportation dans la version française. Toutefois, ce sort nécessite des points de magie, et l'aile de Chimère est très utile car elle ne consomme pas de magie. Elle est donc extrêmement pratique lors des situations les plus difficiles et il faut toujours en avoir une sur soi. Et pour la petite anecdote, dans la majorité des jeux Dragon Quest, si une aile de chimère est utilisée en intérieur, comme dans une grotte ou dans une maison, l'utilisateur ne fera que se cogner la tête contre le plafond en l'utilisant et il ne se téléportera pas. Heureusement pour Adlar qu'il était en extérieur, sinon sa tentative de fuite eût été assez humiliante. Le grand-père adoptif de Dai, Papybras, est un ancien monstre de l'armée du mal, en l'occurrence un Magimol. Ce type de créature est apparu pour la première fois dans Dragon Quest 3. Pourtant, dans les jeux, les Magimols sont rouges et non pas bleu-gris. On peut donc se demander pourquoi Papybras a cette couleur particulière. Est-ce parce que le mal l'a quitté quand Avan a vaincu Adlar il y a 15 ans, ou est-ce qu'il s'agirait d'un Magimol spécial? Nous aurons peut-être la réponse dans le manga portant sur la jeunesse d'Avan, paru dans le V-Jump, et s'intitulant Dragon Quest Dai no Daiboken Yusha Avan no Gokuen no Mao. Megante est un sort de sacrifice, présent pour la première fois dans Dragon Quest 2 par l'intermédiaire du personnage du prince de Kanok. Ce sort utilise la force vitale de son utilisateur, ainsi plus ses points de vie sont élevés, plus le sort est puissant. Et c'est cette magie que Maître Avan utilisera contre Adlar afin de donner sa vie pour sauver ses disciples. Au-delà de l'aspect tout à fait tragique de cette magie, nous l'avons sélectionnée car c'est la seule à ne pas avoir été localisée dans les sous-titres. C'est effectivement la seule pour l'instant à ne pas utiliser la Bible officielle Square Enix pour le nom français officiel des magies présents dans les jeux. Ainsi, dans les jeux vidéo, le terme officiel utilisé est Kamikaze, et il n'apparaît pas dans les sous-titres. Erreur? Façon de donner un statut particulier à ce sort extrême, à moins que cela soit le terme Kamikaze qui aurait pu poser problème, le mystère reste entier. Les gargouilles qui attaquent l'île de Dermlin dans le 3e épisode arborent une lettre sur leur front, en l'occurrence A et B. Ce clin d'œil a probablement été compris par la plupart des joueurs de jeux de rôle. En effet, il n'est pas rare dans les RPG que lorsque plusieurs monstres du même type se trouvent dans le même combat, ils soient identifiés par une lettre de l'alphabet. Une façon amusante de rappeler que la quête de Dai reste une adaptation libre de l'univers Dragon Quest. Lorsqu'Adlar fait son grand retour devant Avan, il lui explique avoir été ressuscité par Vern, l'empereur du mal. Adlar n'est donc pas au sommet de la hiérarchie de l'armée du mal, comme pouvait le penser Avan il y a 15 ans, mais il ne reste que le second. Ce principe reprend la logique instaurée dans Dragon Quest 3, dans lequel le héros devait vaincre Baramos, le roi du mal, en japonais Mao. Pourtant, après l'avoir défait, un danger encore plus grand se dresse devant l'équipe en la personne de Zooma, le grand roi du mal, en japonais Dai Mao. Ainsi, la quête de Dai s'inspire largement du 3e opus de Dragon Quest pour créer la hiérarchie de son armée du mal, et cette partie est largement appréciée par les amateurs de la licence. Lors du flashback permettant d'introduire l'équipe de héros qui a vaincu l'armée du mal il y a voilà 15 ans, ça n'est pas Adlar qui est présenté, mais bel et bien un hommage à Baramos, un des grands boss de Dragon Quest 3.
De fait, cette scène permet d'établir un parallèle clair entre Adlar et Baramos, ainsi que leur place au sein de l'armée du mal. A noter que Baramos a également été utilisé dans une autre adaptation de Dragon Quest, celle d'Emblem of Roto par Kamui Fujiwara, que nous vous conseillons par ailleurs. Le nom de Baramos a aussi été repris pour un des antagonistes de Dragon Quest Albel Yusha, un autre animé adaptant l'univers de Dragon Quest. On sent donc bien le désir de rendre hommage à ce boss légendaire à travers les différentes déclinaisons de la licence. Lorsque les faux héros débarquent sur Dermlin afin de capturer Gomechan, ils portent tous un costume rendant hommage aux classes principales de Dragon Quest III. Un héros, un guerrier, une prêtresse et un mage. Il s'agit donc d'une constitution d'équipe extrêmement classique et la plus souvent utilisée dans Dragon Quest III. Elle parlera donc forcément aux joueurs qui ont déjà terminé cet épisode. Sans nul doute, Dragon Quest III a marqué les esprits, et comme la quête de Dai est sortie peu de temps après cet opus, il est tout à fait normal qu'il dispose de tant de références autour de cet épisode légendaire. Avant de révéler le gagnant de notre top 10, nous allons mentionner d'autres références qui sont aussi très agréables à voir pour les amateurs de Dragon Quest. Les gluants. On ne pouvait pas parler de Dragon Quest sans mentionner son adorable mascotte. Elle est naturellement présente dans la série, et le premier épisode nous présente d'ailleurs le roi gluant, la forme fusionnée de plusieurs gluants. A noter que Gomechan est un gluant de métal doré avec des ailes, une forme exclusive à Dai no Daiboken. Le scorpion. Présenté comme un boss de mi-parcours dans le second épisode de Dai no Daiboken, le scorpion n'est en réalité qu'un monstre normal apparu dans Dragon Quest I. Il garde cependant sa capacité à empoisonner ses adversaires ainsi que sa couleur jaune. Les magies. Nous avons déjà mentionné le Megante qui symbolise la mort de Maître Avan, mais de nombreux autres sorts provenant de la licence Dragon Quest ont déjà été révélés, à l'image des magies de feu de plus en plus puissantes, Mera, Merami et Merazoma. Évidemment, bien d'autres sorts seront présentés dans la suite de l'aventure, et nous nous ferons un plaisir de les présenter en temps voulu. Alors qu'il se bat contre son ennemi juré, Adlar va proposer à Avan de se rendre en échange de la moitié du monde, sans conteste le clin d'œil le plus agréable de ce premier arc. En effet, il s'agit là d'une référence à la fin de Dragon Quest I. Quand le joueur s'apprête à combattre le dernier boss, Lord Dragon, celui-ci va lui poser exactement la même question. Et si le joueur accepte, il devra remettre son épée au boss, puis un écran noir apparaîtra. Le jeu reprend alors dans l'auberge de la première ville comme si de rien n'était, et on nous indique que le héros a probablement fait un mauvais cauchemar. Le joueur peut ainsi reprendre sa route pour affronter une nouvelle fois Lord Dragon. Adlar reprend donc les termes du premier boss de fin. D'ailleurs, dans le manga, les planches sont bien plus explicites en matière de fanservice. En effet, Avan y porte le casque de Loto, le héros légendaire, et Adlar y porte les vêtements de Lord Dragon ainsi que son célèbre sceptre. Il semble donc que ces clins d'œil visuels aient été retirés, probablement pour garder une meilleure cohérence en matière de design et éviter les ambiguïtés. Enfin, et pour la petite anecdote, le jeu Dragon Quest Builders reprend également cette scène à son compte. En effet, le scénario de ce spin-off part du principe que le héros a accepté la proposition du Lord Dragon, sauf qu'il ne s'agit plus ici d'un cauchemar, mais bel et bien de la réalité. Ainsi, dans Dragon Quest Builders, le héros a été assassiné par Lord Dragon, et le joueur doit restaurer le monde tombé sous le contrôle du sinistre sorcier. De quoi visiter les différents univers alternatifs de Dragon Quest. Ce top 10 est à présent terminé, et nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la si elle vous a plu, et faites-nous part dans les commentaires des clins d'œil que vous avez pu trouver et que nous n'aurions pas listés. Pour plus d'informations sur l'univers Dragon Quest, rendez-vous sur le site Dragon Quest Fan. A très bientôt, chers disciples d'Avan, et portez-vous bien.